Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui couvre le chapitre « Les choix de société dans le Québec contemporain ». On est entre les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Le sujet de la présente vidéo, enfin, on va se pencher sur le statut politique du Québec dans le Canada. Pour garder en tête, là, on a séparé le chapitre en plusieurs sous-vidéos. Là, on est plus du côté politique. Mais gardons en tête qu'on fait ici un résumé. On va survoler plusieurs sujets, mais on reste plus à l'essentiel. L'idée, c'est simplement de faire une révision de la matière. Et plus spécifiquement, on va toucher au référendum sur la souveraineté association. On va aussi aborder le rapatriement de la Constitution canadienne. On va se pencher aussi sur l'accord du lac Meech, la commission Bélanger-Campeau, ainsi que le rapport Allaire. On va aller faire un tour du côté de l'accord de Charlottetown. On va parler aussi du référendum sur la souveraineté et aussi des actions post-référendaires. Alors, plaçons-nous un peu en contexte. On est à la fin des années 1970. Les négociations constitutionnelles entre le Canada puis les provinces canadiennes, tout ça, c'est dans une impasse. Ça fonctionne pas. Le Parti québécois au Québec, là, qui a pris le pouvoir en 1976, réalise une promesse qu'il avait faite à la population, la promesse de consulter la population sur l'avenir politique de la province. Déjà, j'ai une question pour toi. Quel événement découle de la promesse du Parti québécois? Est-ce que c'est le référendum sur la souveraineté association? Est-ce que c'est la séparation du Québec? Est-ce que c'est le référendum sur la souveraineté ou encore le rapatriement de la Constitution canadienne? L'événement en question, c'est le référendum sur la souveraineté association. Alors, le référendum sur la souveraineté association, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mis de l'avant par le gouvernement de René Lévesque, du gouvernement du Parti québécois, là, comme je le disais. C'est mis de l'avant dès 1976. L'idée derrière la souveraineté association, en fait, la souveraineté, c'était d'avoir une indépendance du côté politique, mais de quand même garder une association, en fait, de garder des liens économiques avec le Canada. Les liens économiques, entre autres, il était question de partager certaines institutions entre le Québec et le Canada, des institutions comme la Banque du Canada, puis de partager aussi la monnaie canadienne. Donc, il y aurait un Québec indépendant du côté politique, mais quand même avec une certaine association économique avec le Canada. Alors, le référendum sur la souveraineté association, en fait, tu peux entendre aussi le nom, c'est le premier référendum. Donc, il a lieu en 1980. Il oppose le camp du oui et le camp du non. Donc, les gens qui voudraient que le Québec se sépare en gardant des liens avec le Canada contre les gens qui veulent que le Québec reste dans la Fédération canadienne. Faut mentionner que pendant la campagne référendaire, il y a des élections au gouvernement fédéral. Pierre Elliott Trudeau, le chef du gouvernement canadien, en fait, il est réélu à l'issue de ces élections-là. Et lui, en fait, il appuie le camp du non. Il promet aux Canadiens, il promet aussi aux Québécois de lancer des négociations, donc de renégocier ce qui est en lien avec la Constitution canadienne, fait plusieurs promesses de changement par rapport à la Constitution canadienne pour répondre mieux aux demandes du Québec. Ça, ces promesses-là, en fait, on met de l'avant avec ça là, un fédéralisme renouvelé. Mais les promesses, on va la renouveler. Les promesses, elles ont un impact par rapport à l'appui des gens pour le camp du oui, parce que en promettant comme ça de renégocier les choses, de changer les choses, bien les gens se posent la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller vers la souveraineté association ou les choses pourraient se régler autrement? Donc, ça a vraiment un impact sur l'appui pour le oui. Et là, vient le jour du vote, en mai 1980. Qu'est-ce qui se passe? Quel camp remporte le référendum sur la souveraineté association? Est-ce que c'est le camp du oui
ou le camp du non? Bien, c'est le camp du non qui remporte le référendum, le premier référendum. Le camp du non l'emporte avec un pourcentage de 59,56% des voix. Donc, ce premier référendum-là, pour le gouvernement québécois, est un échec. Dans les années qui suivent le premier référendum, les démarches pour rapatrier la Constitution canadienne s'enclenchent. Mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas non plus là, sur la seule décision du gouvernement fédéral. Ça demande des négociations, puis une entente entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au Canada. Donc, Pierre-Éliott Trudeau enclenche comme ça ces négociations-là en 1981. Puis, pourquoi est-ce qu'on parle du rapatriement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de discussions derrière ça? C'est que, pour la constitution d'un pays, on se rappelle, c'est très important. Puis, jusqu'en 1981, le pouvoir de modifier la Constitution du Canada, en fait, elle est au Parlement britannique. Donc, elle est au Royaume-Uni et non au Canada. Donc, le but avec le rapatriement de la Constitution, c'est que le pouvoir de modifier cette Constitution-là, ça revient au Canada, au Parlement canadien. Donc ça va être le cas à partir de 1982, que là, le Parlement canadien va pouvoir modifier la Constitution de son propre pays. Donc ça, je le répète, c'est quelque chose de très important dans l'histoire canadienne. Donc, on n'est pas encore rendu là, on est encore dans les discussions qui vont mener à une entente, qui vont mener à la suite. Donc, les discussions, c'est pas facile, c'est pas évident. Les négociations entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, en fait, c'est que le gouvernement fédéral, lui, met de l'avant plusieurs propositions qui feraient en sorte que ça serait un fédéralisme très centralisé, puis ça serait beaucoup de pouvoir concentré entre les mains du gouvernement fédéral. Mais on peut comprendre, les provinces canadiennes ne sont pas très heureuses de cette proposition-là parce que les provinces aimeraient plus de pouvoir entre les mains des provinces. Donc, ça prend plusieurs le moment de négociation. Et bien, en novembre 1981, il y a une dernière conférence là, qui est organisée. Une conférence comme ça pour, on l'espère, là, arriver à une entente par rapport au rapatriement de la Constitution. Donc, ça a lieu en novembre 1981 à Ottawa. Donc, les négociations ont lieu, mais dans la nuit du 4 novembre, il y a un nouveau moment là, qui est de négociation qui est organisé, qui rassemble les représentants du gouvernement fédéral et les représentants des gouvernements de 9 provinces canadiennes. En fait, le Québec n'est pas présent pendant cette nuit de négociation-là. Et en fait, il y a une entente qui est conclue pendant la nuit. Les provinces canadiennes, en fait, les représentants des provinces canadiennes signent une entente avec le gouvernement fédéral. La délégation québécoise, c'est seulement le lendemain matin qu'elle est mise au courant de ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, il y a 9 provinces qui ont signé l'entente, mais pas le Québec. Mais ça n'empêche pas que l'entente qui est signée à ce moment-là, en fait, elle demande le rapatriement de la Constitution. Puis cette demande-là, elle est acceptée par le Parlement britannique. Ce qui se passe ensuite, c'est que, en fait, il y a la signature d'une loi, la loi constitutionnelle de 1982. Elle est signée le 17 avril 1982 en présence de la reine Élisabeth II. Et cette entente-là, en fait, c'est la signature de cette loi-là qui rentre en fonction, ça permet le rapatriement de la Constitution du Royaume-Uni vers le Canada. Dans les années qui suivent le rapatriement de la Constitution canadienne, il y a le nouveau premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui relance les négociations autour de la Constitution. Le but derrière ça, c'est de ramener le Québec dans la Constitution canadienne, parce qu'on se rappelle que le Québec n'a pas signé l'entente. Les autres provinces, oui, mais pas le Québec. Donc, le nouveau premier ministre du Québec, Robert Bourassa,
il accepte de participer à ces négociations-là. Par contre, il énonce ce qu'il affirme être les 5 conditions essentielles pour que le Québec accepte de signer. Parmi ces conditions-là, celle que je dirais là, c'est la plus importante, c'est la reconnaissance. Donc, de reconnaître. Donc, c'est de reconnaître le Québec comme une société distincte. C'est vraiment la base des demandes. Les 4 autres sont sur des sujets assez variés. Juste pour te les mentionner, il y a de donner aussi au Québec un droit de veto sur tout changement constitutionnel qui pourrait porter atteinte à ses droits. Il y a également de donner aux provinces un droit de retrait avec une compensation financière de tout programme fédéral qui empiète sur leur champ de compétences, parce qu'on se rappelle, il y a des champs de compétences pour le gouvernement fédéral, il y en a aussi pour les gouvernements provinciaux. Il y a de donner au Québec plus de pouvoir dans la nomination des juges à la Cour suprême du Canada, également d'intégrer à la Constitution les pouvoirs accordés au Québec en matière d'immigration. Donc ça, c'est en gros les demandes de Robert Bourassa et son gouvernement pour intégrer ça, les négociations qui sont proposées par Brian Mulroney. Puis les négociations constitutionnelles, elles durent plusieurs mois. Alors là, par rapport à la conférence du Lac-Meach, pourquoi on en parle? Ben, c'est que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, en fait les représentants, se rencontrent et en arrivent à un accord, puis un accord qui tient compte des demandes du Québec. Donc, il y a un accord qui est signé. C'est bien, un accord signé, on a beaucoup discuté pour ça. Mais l'accord signé, il doit être approuvé par les parlements, à la fois par le Parlement fédéral, donc le Parlement canadien, mais doit aussi être approuvé par les parlements de toutes les provinces. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, que se passe-t-il avec l'accord du Lac-Meach? Il est approuvé par tous les parlements ou il est refusé par certains parlements? Eh bien, l'accord du Lac-Meach, il est refusé par certains parlements. Et plus précisément, c'est le Parlement du Manitoba, le Parlement de Terre-Neuve, qui refuse l'accord qui avait été signé. Donc, ça fait en sorte que l'accord du Lac-Meach, c'est un échec. Un échec qui vient après beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie investie comme ça dans les négociations constitutionnelles. Donc, au final, en fait, on met une pause sur tout ce qui est négociation constitutionnelle. Une pause au moins pour ce moment-là. Ça entraîne au Québec aussi, ça entraîne une montée du mouvement souverainiste dans la province de Québec. En 1990, l'Assemblée nationale met sur pied la commission Bélanger-Campeau. C'est pas son nom officiel, mais c'est le nom souvent qu'on utilise, qu'on entend, parce que son nom officiel, c'est la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Mais souvent, on utilise plus les noms de famille des 2 commissaires, d'où le nom Bélanger-Campeau. Et là, comme je l'ai un peu dit en mentionnant son nom officiel, cette commission-là, elle a pour but de se pencher sur l'avenir du Québec, surtout sur le statut politique, le statut constitutionnel du Québec. La commission, elle remet son rapport en 1991. Il y a plusieurs recommandations. L'une d'entre elles, c'est de tenir un nouveau référendum. À peu près dans les mêmes temps, le gouvernement de Robert Bourassa met sur pied un autre comité, enfin un comité constitutionnel. Ce comité-là, il est présidé par Jean Allaire. Le mandat du comité, c'est surtout de préciser les demandes constitutionnelles du Québec, puis aussi d'évaluer les options si les négociations constitutionnelles échouent. Le rapport du comité, le rapport est remis en 1991
s'intitule « Le Québec libre de ses choix », mais souvent on entend plus le nom de rapport Allaire pour le nommer. Il y a plusieurs recommandations. Parmi les recommandations, on parle d'une nouvelle relation entre le Québec et le Canada. Cette nouvelle relation-là, en fait, elle inclurait Québec-Canada, elle inclurait, entre autres, plus d'autonomie politique pour le Québec. Elle inclurait également plus de pouvoir et de compétences pour la province. Voilà, donc relation Québec-Canada. Donc, de renégocier certaines choses, mais si les négociations échouent, bien là aussi, il y a une recommandation d'aller vers un nouveau référendum. Brian Mulroney, on se souvient là, qui est le premier ministre du Canada, il relance les négociations constitutionnelles entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Pour la première fois, c'est important de le souligner, pour la première fois, il y a des représentants autochtones qui sont invités aux négociations. Les négociations mènent à un accord, l'accord de Charlottetown. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet accord-là? Il y a en fait de reconnaissance de la notion en fait de reconnaissance du Québec comme société distincte. Il y a également la reconnaissance du principe d'autodétermination des peuples autochtones. Il y a également plusieurs modifications qui sont proposées à la Constitution, des modifications entre autres qui touchent la répartition des pouvoirs entre gouvernement fédéral et gouvernements provinciaux. L'accord, il est signé au mois d'août 1992. Et, autre élément nouveau, il n'est pas soumis au Parlement des différentes provinces, au Parlement fédéral, pour en fait qu'il y ait une acceptation finale, si je peux dire. Il va être soumis au vote de la population. Donc, il y a un référendum général qui est organisé. Et la population canadienne peut, comme ça, se prononcer sur cet accord-là, s'il est accepté ou non. Et bien finalement, à 54,3%, et la population canadienne va rejeter l'accord qui avait été signé à Charlottetown. Donc, c'est un autre accord qui ne peut pas être mis en application. C'est un autre accord qui a été signé, mais finalement rejeté. Avec l'échec de l'accord de Charlottetown, le mouvement souverainiste au Québec augmente en popularité. En 1994, il y a des élections et le Parti québécois, qu'on a mentionné tantôt, le Parti québécois revient au pouvoir avec à sa tête Jacques Parizeau. Là, j'ai une autre question pour toi. En quelle année se tient l'autre référendum québécois sur la souveraineté? Est-ce que c'est en 1992, en 1995, en 1996 ou encore en 2005? Bien, le deuxième référendum, il a lieu en 1995. Alors, comme je le disais, en 1995, Jacques Parizeau, le gouvernement québécois, organise un nouveau référendum pour la souveraineté du Québec. La campagne référendaire, elle dure à peu près 1 an, puis elle entraîne beaucoup de débats, des débats autour des questions économiques, des questions territoriales, mais il y a aussi des questions qui sont soulevées par rapport à possiblement un refus de négocier de la part du gouvernement fédéral si jamais le référendum, en fait, était accepté par la population. Donc, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette campagne référendaire-là. Le vote a lieu le 30 octobre 1995 et au final, il y a eu un gros taux de participation. C'est comme 93,5% des gens ont été votés et les résultats sont très, très serrés. La victoire revient au camp du non, qui était opposé au camp du oui. Le non qui l'emporte avec 50,58% des voix contre 49,42% des voix des gens qui avaient voté pour le oui. Donc, le référendum, la question qui avait été posée aux gens, au final, ça a été rejeté.
Après la victoire du non, le dossier constitutionnel prend moins de place dans l'espace public. Mais là, faisons un peu un résumé là, de qu'est-ce qui se passe là, après toutes les actions autour là, de la question constitutionnelle. Il y a eu plusieurs discussions à travers le temps, mais là, il y aura plus de nouvelles négociations. Donc, les négociations qu'il y a eu dans le passé, c'est bien, mais là, il n'y a plus de nouvelles négociations autour de la question de la Constitution. Toutefois, il y a une nouvelle loi qui est adoptée. Cette nouvelle loi-là, adoptée en 2000, c'est la loi sur la clarté référendaire. En gros, ce qu'elle dit, c'est que pour tout nouveau référendum sur la souveraineté, c'est le gouvernement fédéral qui doit approuver la question qui est posée à la population. C'est aussi le gouvernement fédéral qui détermine c'est quoi le pourcentage à atteindre. Donc, c'est quel niveau à atteindre par rapport là, à cette question-là. Il y a aussi une nouvelle motion qui est adoptée. La nouvelle motion, elle est adoptée en 2006 à la Chambre des communes. C'est le gouvernement de Stephen Harper qui l'amène. Et cette motion-là, elle reconnaît le Québec comme une nation. Toutefois, il faut juste souligner que pour que cette reconnaissance-là soit officielle, il faudrait qu'elle soit ajoutée à la Constitution canadienne, ce qui n'est pas le cas. Il a été question de plusieurs événements pendant la mini-récup. J'ai rassemblé ici les dates des principaux événements là, pour consultation, fait que n'hésite pas à peser sur pause pour pouvoir bien lire là, tout ce qui est là. Et sinon, ça conclut cette mini-récup. Et je t'invite à écouter les autres vidéos pour faire vraiment une révision complète de tout le module.